Et je vais tout de suite passer la parole pour introduire ce forum au président de la Société du Canal de Provence, Monsieur Vittel. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Mais c'est un plaisir majeur pour nous de vous accueillir en cette belle journée mémorable de ce 60e anniversaire. C'est aussi avec un immense plaisir que j'introduis ce forum, le Canal de Provence, 60 ans d'expérience au service d'un défi majeur du futur, l'eau. Parce qu'il faut savoir, mes chers amis, qu'en 60 ans d'activité, la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, je tiens beaucoup à cette précision qui est son nom entier, cette SCP a sécurisé l'accès à l'eau de nombreux territoires et ça a constitué, ça constitue toujours et ça constituera encore pour longtemps un atout majeur pour le développement économique de notre région. Nous avons dans cette région la combinaison d'une ressource en eau disponible, d'une culture historique du transport et du partage de l'eau, et je vous invite d'ailleurs à l'occasion d'un intermède à aller voir les panneaux qui sont de l'autre côté et qui expliquent toute l'histoire de l'eau dans notre région et le souci qu'ont toujours eu nos ancêtres de le transporter vers les zones les plus fragiles. Cette culture historique du transport et du partage de l'eau qui a été associée à une gouvernance basée sur le consensus et sur la recherche de l'intérêt général par les collectivités. C'est là encore un point fort majeur avec les 3 collectivités pionnières, le département du Var, des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, auxquelles se sont associés les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et demain la métropole marseillaise. C'est ce consensus et cette recherche de l'intérêt général qui ont rendu possible les aménagements que nous connaissons. Ces aménagements multi-usages, comme l'a rappelé Renaud Muselier, permettent à ce jour l'irrigation de 6 000 exploitations agricoles à travers l'équipement de 80 000 hectares et l'alimentation en eau de plus de 2 millions d'habitants et la desserte de près de 1700 entreprises industrielles ou artisanales. Vous voyez là quel est l'usage multiple de l'eau qui est fait dans notre région. Pour remplir sa mission d'aménagement tout en assurant en toutes circonstances la continuité du service de l'eau, la SCP a su adapter en permanence son organisation et moderniser ses méthodes de travail, mais aussi s'ouvrir davantage vers son environnement, vers ses partenaires et vers ses clients. Vous êtes d'ailleurs les clients très nombreux à être présents aujourd'hui et je vous en remercie. Cette modernisation de la société, nous avons souhaité la matérialiser par un nouveau logo, plus dynamique, plus ouvert, et qui nous rappelle que l'eau est indispensable à la vie. Bien sûr, l'impact du changement climatique et ses effets négatifs prévisibles doivent désormais orienter les actions de la SCP en région provençale, mais aussi dans ses activités d'ingénierie. Et je salue ici la compétence de nos 500 salariés, de nos 130 ingénieurs qui savent répondre à toutes les demandes. Et d'ailleurs, je tiens à leur apporter les salutations d'un absent aujourd'hui, Michel Vauzel, qui n'était pas en France, que j'ai eu ce matin au téléphone et qui a insisté pour que je remercie encore et félicite les salariés de cette société qu'il a eu le plaisir de présider juste avant moi, mais qui l'ont profondément marqué par leur engagement et par leurs compétences. Cet impact du changement climatique, bien oui, nous sommes une des régions les plus exposées. Mais aussi, grâce au travail qui a été réalisé depuis 60 ans, nous sommes la région la mieux préparée dans notre pays à relever ce challenge. Et ces 60 ans qui nous réunissent aujourd'hui
sont une opportunité, à travers le forum qui va suivre, de partager sur les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés et sur la contribution que nous allons pouvoir tous apporter à l'atténuation de l'impact du changement climatique. Nous avons souhaité, dans ce forum, donner la part la plus large possible aux témoignages de nombreux acteurs du monde de l'eau. Les usagers, les gestionnaires, les élus, les chercheurs, la société civile, les Provençaux et les étrangers, et aborder des questions essentielles qui se posent en Provence aujourd'hui et pour les générations futures. Première question, la ressource en eau sera-t-elle suffisante dans la perspective du changement climatique? Quels moyens faut-il déployer pour mobiliser cette ressource tout en la préservant et en la protégeant? Et à quel coût? Et reste-t-il encore dans notre région des territoires équipés? Mais là, vous avez déjà eu, autour de la première table ronde, pas mal de réponses à cette question-là. Alors les réponses sont effectivement complexes. Cela nécessiterait sans doute des échanges beaucoup plus longs que les 2 heures que nous allons y consacrer. Notre objectif est simplement aujourd'hui que ce forum contribue à alimenter les débats qui se déroulent et se poursuivront dans les instances de concertation qui réunissent l'ensemble des acteurs du monde de l'eau. À un moment très important, puisque, on vous l'a dit tout à l'heure aussi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient de demander la compétence eau dans le cadre de l'article 12 de la loi NOTRe. Et c'est un engagement qui nous amène aussi à nous préoccuper tous ensemble des directions que nous voulons donner à cette prise en compte. Ces réflexions, nous les avons tout particulièrement à l'Agora, l'Assemblée pour une gouvernance opérationnelle de la ressource en eau et des aquifères, instance de concertation et de coordination qui a été créée à l'initiative de la région, à l'époque de Michel Vauzel, que nous avons un petit peu relooké et reboosté et dont j'ai l'honneur aujourd'hui d'en assurer la présidence. Ce forum et l'exposition qui l'accompagne seront aussi l'occasion de présenter les initiatives et les solutions innovantes que nous déployons en Provence depuis 60 ans. Certaines de ces solutions, d'entre elles, sont sans doute transposables ailleurs, en France, mais aussi à l'international. L'international, d'ailleurs, mes chers amis, qui nous apprend énormément, puisque souvent, la société intervient dans des situations extrêmes, ce qui nous amène à travailler à des solutions qui, après, nous améliorent grandement le service que nous pouvons donner ici. C'est un petit peu le parallèle que je fais souvent avec la Formule 1 et l'industrie automobile. C'est en allant dans des conditions extrêmes qu'on arrive à trouver des solutions qui vont améliorer l'intérêt général. C'est un petit peu là-dedans que la société aujourd'hui a un axe de recherche et de développement très marqué et nous en sommes très heureux. Dans tous les cas, nous souhaitons mettre cette expérience acquise au service de cet enjeu majeur que constitue pour de nombreuses régions du monde l'accès à une eau de qualité et pour aussi de nombreuses régions de France, parce qu'aujourd'hui, les régions de France les plus exposées ne sont peut-être pas systématiquement celles auxquelles on pense. Aujourd'hui, lorsqu'on sait la problématique que va être l'eau pour la région Bretagne, il y a là des enjeux majeurs que nous devons considérer avec peut-être une autre approche que celle que la géographie nous avait amené à avoir jusqu'à maintenant. Notre objectif, c'est un accès à une eau de qualité et en qualité suffisante dans un contexte de changement climatique qui, chaque jour, nous démontre que nous allons devoir accélérer cette adaptation, puisque nous savons que dans les 30 ans à venir, c'est 20% de besoins en eau supplémentaires qui vont apparaître, alors que la ressource aura, elle, diminué de 20%. Il faut s'adapter à tout cela. Nous en avons la capacité, nous en avons les moyens, et la réflexion que nous allons maintenant mener va encore enrichir ce débat. Merci à vous de votre participation. Je laisse maintenant la place au débat et redonne le micro à notre animateur. Merci. Merci, Monsieur le Président.
Alors, avant de commencer, je voudrais proposer aux personnes qui sont debout de venir s'asseoir. Il reste de nombreuses places. Donc venez, vous voyez, le chapiteau est ouvert. Si à un moment ou à un autre, vous avez besoin de sortir, on ne contrôlera pas les entrées et sorties. Mais venez vous mettre là parce qu'il y a encore des places. Ce n'est pas la peine de rester debout. Ça sera beaucoup plus agréable. Voilà, alors avant de lancer ce forum, et sous forme de générique, on a voulu s'adresser aux gens pour qui, sans doute, l'avenir de l'eau est le point le plus important. C'est les jeunes de notre territoire. Je vous propose de les écouter. Est-ce qu'un jour on va manquer d'eau? Bah oui. Oui. On sait pas. Peut-être pas. Je sais pas tellement si on va manquer d'eau parce que je pense que personne peut arriver à avancer le temps. Oui. Mais pourquoi on paye l'eau? On paye pour qu'ils nous la traitent. En fait, normalement, on la paye pas, elle est gratuite. Mais aussi, on la paye dans les centres commerciaux. Non, c'est contre la petite bouteille. On paye les transports parce que l'eau, elle vient pas toute seule. Le canal de Provence. Canal de Provence. 2 000 € pour l'avoir. Je mets des gouttes à gouttes. Et avant, il y avait des gens qui allaient chercher de l'eau dans des puits. Dans des puits qui étaient au milieu de leur village, par exemple. Est-ce qu'un jour on construira des nouveaux canaux? Vu que l'eau elle passe. Il y a les algues et tout, faut enlever. Et par contre, comment on fait? Faut vider toute l'eau pour entretenir le truc comme ça. Pas toute la terre a de l'eau, donc nous on a aussi beaucoup de chance d'avoir autant d'eau. Voilà, alors c'était parfois un petit peu aigu, hein, donc on n'a pas forcément tout entendu, mais vous inquiétez pas, on a quand même noté un certain nombre de choses que ces enfants ont dites et on va les retrouver dans les débats qui vont suivre. On va donc lancer tout de suite le premier thème, va-t-on manquer d'eau ? Et quand on pose cette question, eh bien, c'est évidemment évoquer le changement climatique. Nous allons donc commencer par écouter un chercheur qui a piloté l'étude R2D2 sur les ressources et les besoins en eau dans le bassin Durance-Verdon à l'horizon 2050. Ça n'a rien à voir avec la guerre des étoiles, R2D2, mais c'est le nom de cette étude. Je vois que Madame Martin suit particulièrement. Hein, voilà. Donc, ces ressources et les besoins en eau dans le bassin Durance-Verdon à l'horizon 2050. On en parle avec Éric Sauquet. Alors Éric, va-t-on manquer d'eau? Eh bien, a priori, non. La situation ne serait pas catastrophique. C'est-à-dire que, certes, le secteur verrait la température de l'air augmenter. Il y aurait certainement des modifications sur la neige et tous les mécanismes de fonte de la neige. Mais a priori, du fait du positionnement du bassin du Verdon et de la Durance adossé au massif alpin, le massif alpin serait toujours un château d'eau, ce qui permettrait d'avoir suffisamment d'eau qui pourrait arriver à l'aval de la chaîne alpine. Il y aurait peut-être des complications. Donc, le territoire est déjà soumis à la fois à une influence des Alpes et une influence également méditerranéenne. Ce qui fait qu'on a une forte variabilité de la ressource naturelle en eau au fil de l'année. Dans le futur, eh bien, on aurait une situation qui serait un peu exacerbée, c'est-à-dire qu'on aurait toujours ces problèmes de disponibilité de l'eau au bon moment, mais grâce à des aménagements qui existent déjà et qui vont certainement encore fonctionner à l'horizon 2050, on va atténuer en partie
ces problèmes de répartition pas forcément adaptée vis-à-vis de la demande. Simplement, il s'agirait peut-être de l'adapter, c'est de modifier légèrement les règles de fonctionnement pour qu'au final, la pénurie ne se fasse pas sentir par les différents acteurs du territoire. Néanmoins, la ressource, elle n'est pas infinie et la ressource ne peut pas être prélevée de manière complètement anarchique, puisque certes, il y a les usages que l'on identifie bien, comme l'eau potable, comme l'agriculture, comme l'énergie. Il y a également tous les services écologiques, donc le milieu aquatique, qu'il s'agit de préserver à minima, de préserver ses fonctionnalités dans le futur. Donc, on n'est pas forcément trop inquiet, néanmoins, on doit se poser des questions de savoir comment cette ressource doit être gérée pour qu'elle satisfasse le maximum des besoins de tout le monde, le milieu, les activités humaines. Voilà, satisfaire en effet les activités humaines, c'est un point important. Alors, puisqu'on parle d'activités humaines, on va parler un petit peu de géographie physique, géographie humaine. L'eau, comme va nous le dire maintenant Claire Arnal du BRGM, que vous allez voir sur l'écran, mais qui est d'ailleurs aussi, on la remercie, présente avec nous dans cette salle. L'eau, c'est une ressource qui est inégalement répartie en Provence, surtout quand on regarde donc ce qui se passe en amont et en aval, si j'ai bien compris, Claire. En amont, on peut stocker de l'eau qui vient des montagnes, qui, elle, est abondante et qui est finalement assez peu consommée, puisqu'il y a une population qui est relativement faible en amont. En aval, on a des zones dans lesquelles il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire qu'on est sur la Provence, et où on a au contraire des usages qui sont importants, qui sont des usages agricoles, des usages d'alimentation en eau potable qui sont colossaux, parce qu'on a une population sur la partie Basse-Provence qui est importante, et voire même des usages industriels. Donc il est évident que l'intérêt, c'est de faire un transfert de cette eau qu'on peut stocker en amont, en quantité importante, c'est Serre-Ponçon, et qu'on va restituer en aval à des gens qui en ont besoin de façon continue. Ceci dit, avec les questions du changement climatique en particulier, et l'augmentation des consommations en eau, on peut s'inquiéter sur la consommation ultérieure qu'il va y avoir de l'eau, et donc des quantités qui vont être disponibles en eau de surface. C'est là qu'à ce moment-là, les eaux souterraines interviennent, et qu'on peut utiliser ces eaux souterraines, au moins pour l'alimentation en eau potable, c'est-à-dire pour des usages, entre guillemets, nobles, parce que leur qualité et leur quantité est assez abondante. Alors, quoi qu'il en soit, quand on parle de changement climatique, il va falloir vivre avec. Mais pourquoi pas le considérer, ce changement climatique, comme une opportunité ? Christian Dodoli, le directeur du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, compte bien ne pas subir le changement climatique et il nous dit même que cet aspect de la question est important. Christian Dodoli. C'est pour ça que le changement climatique et tout l'enjeu, et je crois que c'est cet angle-là qu'on a choisi sur la Durance, c'est de ne pas le subir, de ne pas en avoir une vision trop catastrophique et de se dire on va le challenger, on va essayer d'en faire quelque chose de positif pour nous. Voilà, et c'est ça qu'on essaye de mettre en œuvre. Et cette vision, vous voyez, qui est un peu, quelque part, stratégique, un peu économique, un peu politique aussi, elle vient vraiment du fait qu'on travaille avec des élus, comme je le disais, des acteurs, des usagers, des entreprises, etc. Et je pense que ça crée vraiment quelque chose qui est, moi je dirais, hyper dynamique et qui peut apporter du plus à la région. Je pense qu'on a tous les atouts pour y arriver. Et si nos ancêtres, à l'époque, avec les moyens qui n'étaient pas les nôtres, ont réussi à créer un désert en oasis, je pense qu'on devrait être capable de pouvoir poursuivre ça, quoi, même avec une évolution du climat. C'est l'agriculture, mais c'est aussi évidemment l'eau potable. Marseille, Aix-en-Provence, etc. C'est pas alimenté par de l'eau localement. C'est l'eau de la Durance, l'eau du Verdon qui les amène, alors, via le canal de Marseille, via aussi les aménagements du canal de Provence. Et puis, et c'est aussi de l'industrie. Si Cadarache s'est installé dans la région, c'est parce qu'il y avait de l'eau. Demain, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus Cadarache, il n'y a plus Iter, il n'y a plus rien. La plupart des entreprises qui sont ici, elles le sont, Arkema, etc., enfin toutes les grandes industries, elles le sont parce qu'il y a de l'eau en abondance. Et ça, c'est un enjeu aussi économique qui est extrêmement important. Et si donc, par rapport à ces enjeux, c'est une réflexion qu'on peut mener ensemble, l'atout principal de la région ne venait pas finalement de son organisation, de la gouvernance et de l'anticipation. On écoute sur ces points le directeur de la commission exécutive de la Durance, Jérôme Grangier. Avec l'organisation aujourd'hui du système duranciel, donc le barrage de Sainte-Croix, le barrage de Serre-Ponçon avec la fameuse réserve agricole qui est une réserve qui va devenir dans le temps multi-usage,
Donc, je suis de ceux qui, avec les systèmes d'anticipation que l'on a mis en place, tels que le protocole de gestion de crise sur la base du RANS, on sera toujours paré, je dirais, à ces futures difficultés climatiques qui vont être variables selon les années. Et avec les technologies d'aujourd'hui et l'anticipation, on a toujours la capacité de s'y adapter. En fait, la gouvernance est essentielle parce que dans le système du Ransiel, donc il y a beaucoup de prises d'eau donc qui alimentent des canaux, à la fois sur la base du Rance, ce qui nous concerne en tant que commission exécutive de la Durance et moyenne Durance, et que cette eau-là, elle est concurrente donc en fonction des canaux, et donc il faut mettre de l'ordre là-dedans. Et pour ce qui concerne la CED, c'est une longue histoire, puisqu'elle remonte aux années 1898. À cette époque-là, en fait, le département des Vaucluse et des Bouches-du-Rhône se tirait quasiment à coup de fusil pour la concurrence de l'eau sur la Durance, en fait, sur les différentes prises de canaux. Et que là derrière, donc, il a été, en 1907, fait une loi qui a institué la commission exécutive de la Durance, qui est une commission administrative, et qui a pour charge, en fait, l'arbitrage et la restriction au niveau des canaux en période de difficultés climatiques au niveau de l'eau. Et pour terminer cette première séquence d'interview réalisée, comme on a beaucoup parlé d'histoire, est-ce qu'on peut même aller jusqu'à parler de culture de l'eau? Éric Sauquet. On est dans un territoire qui est méditerranéen, qui a une forte histoire d'aménagement depuis le Moyen-Âge, où il y a eu le début des constructions des canaux. Et cette culture fait qu'on peut être assez optimiste sur la capacité du territoire à encaisser un certain nombre de changements, des changements qui quand même vont être progressifs. Donc il va y avoir une possibilité pour le collectif, les usagers, les gestionnaires, de discuter, d'engager une discussion qui existe et de la prolonger et de se projeter dans les années futures pour pouvoir limiter les effets négatifs du changement climatique. Alors comme j'avais eu le plaisir de vous le dire tout à l'heure, ce forum c'est une alternance de séquences filmées, d'interviews réalisées ici, et puis on aura certainement l'occasion à la fin de cette réunion de prendre également quelques questions. Je vais maintenant rejoindre Madame Gaëlle Berthaud qui est avec nous. Je vais vous proposer, Madame, de bien vouloir vous lever pour être face à la caméra. Vous représentez donc l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Vous la dirigez pour le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse. On a peut-être besoin, à ce moment-là de ce forum, de quelques chiffres sur l'utilisation de l'eau en Provence. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Oui, bien sûr. Il y a un certain paradoxe en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'on peut avoir ce sentiment d'abondance. Quand on regarde la ressource entre la Durance, le Rhône, on a un peu plus d'une dizaine de milliards de mètres cubes d'eau qui peuvent sembler être disponibles. Or, on en utilise 3,4 milliards. 3,4 milliards d'eau sont utilisés chaque année. 2,4 milliards sont utilisés pour les canaux d'irrigation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de canaux gravitaires. Donc, c'est seulement 400 millions parmi ces 2,4 milliards qui sont nécessaires aux plantes. On en utilise 700 millions pour l'alimentation en eau potable et environ 300 millions pour les industries. Alors, vous pourrez me dire, oui, on en utilise 3,4, on en a de disponibles, en tout cas autour de nous, plusieurs dizaines de milliards. Pourquoi se posons-nous cette question ? On se la pose, et on se la pose encore plus dans ces périodes-là, à certains endroits, à certaines périodes, puisque je rappelle, en 2016, l'année dernière, tous les départements de la région étaient en arrêté sécheresse. Certains ont même été jusqu'au stade ultime de la crise, avec des réductions de prélèvements. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt à agir. À l'agence de l'eau, on a comptabilisé ce qui manque au milieu, ce qui manque aujourd'hui, ce qu'on prélève trop sur les milieux. C'est plus de 23 millions de mètres cubes d'eau qui manquent aujourd'hui dans nos cours d'eau pour qu'on arrive à un bon équilibre. Et quels sont les outils dont vous disposez pour mettre en place des actions par rapport à cette gestion de l'eau ? Alors, des outils, il en existe, et d'autant plus, je rajouterais qu'avec le changement climatique, on a un intérêt à agir, puisque le besoin, il va être aussi plus important, évapotranspiration, on va avoir aussi une population qui augmente, donc des besoins plus importants. Et les outils, alors ça passe par les économies d'eau. Tout à l'heure, je vous parlais de 700 millions de mètres cubes qui sont destinés à l'eau potable. On évalue à un peu plus de 150 millions de mètres cubes ce qu'on pourrait économiser. Donc
Donc ça fait partie des éléments qu'on peut voir. Il y a le sujet de la gouvernance aussi. Comment sur les territoires, et l'exemple de la Durance en est un, comment on se met autour de la table, comment à l'échelle de secteurs déficitaires, donc les secteurs les plus en amont sur la Durance, on se met autour de la table dans des plans de gestion de la ressource en eau et on définit comment on s'organise. Et je rajouterai quand même, je compléterai ce qui a été évoqué, dans les études de R2D2, il a quand même été mis en évidence que, alors qu'avant on avait une crise tous les 8-10 ans, on annonce quand même une crise tous les 4 ans. Donc cette nécessité de mise en place de la gouvernance est important. Autre outil, c'est quelque part se créer de la ressource avec des sujets un peu innovants comme la réutilisation des eaux usées, comme l'économie circulaire. Et là, on a besoin de développer de l'ingénierie, des outils d'innovation. Et c'est vrai que la SCP nous offre un certain nombre de ces outils. Merci beaucoup Gaël Berthaud. On reviendra sur ces points dans quelques instants d'ailleurs, puisqu'on parlera beaucoup d'innovation. Alors, vous évoquiez le milieu, il faut bien sûr en prendre soin, et on va regarder de belles images de nos rivières et de nos fleuves, et écouter ensuite le directeur de la Maison régionale de l'eau, Georges Olivari. Depuis 2000, la directive européenne fait obligation aux États membres de gérer leur milieu aquatique pour atteindre le bon état de ces milieux aquatiques. Alors bien évidemment, c'est pour conserver la biodiversité, mais on sait que des milieux aquatiques en bon état, c'est aussi des milieux qui nous restituent une eau de bonne qualité, ce sont aussi des milieux qui interviennent dans les petits et moyens phénomènes comme les crues et les sécheresses. Bref, gérer ces milieux avec un témoin qui est le milieu aquatique, c'est gérer durablement la ressource en eau pour les générations futures. Il y a un nouvel usager qui, depuis la loi de 92, est bien présent dans la gestion de l'eau, c'est l'usager milieu. C'est-à-dire qu'on peut se partager la totalité de la ressource, moins la part incompressible nécessaire à un fonctionnement minimum de ce milieu. Cette part-là, on a tendance à vouloir la rogner le plus possible sous l'autel du développement. Il y a des justes équilibres et puis il y a une directive européenne qui nous oblige à atteindre le bon état et entre autres le bon état écologique. Ce n'est pas simplement pour préserver les poissons, mais c'est dans une vision de gestion durable de nos milieux aquatiques et de nos ressources en eau. Voilà, je suis maintenant à côté de Jacques Espitalier. Je vais vous proposer de vous lever, monsieur, si vous voulez bien, toujours pour les mêmes raisons. Regardez, la caméra est là. Voilà, vous êtes le président de la commission locale de l'eau du Verdon, vous êtes le maire de Quinçon, vous êtes aussi le vice-président du parc du Verdon. Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, l'eau en Provence, on voit bien que c'est toute une histoire, c'est toute une culture, c'est du droit, des droits. Comment cela évolue-t-il et comment vous organisez-vous ? C'est une vaste question. D'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir convié à ce forum. Pardon, il faut regarder la caméra. L'histoire du Verdon est longue et vous avez cité ma fonction qui m'est chère, celle de maire de Quinçon. Et juste une petite aparté, c'est la commune sur laquelle s'est installé le premier barrage sur le Verdon, premier barrage qui a dérivé les eaux du Verdon, qui a alimenté la ville d'Aix-en-Provence en eau. Et donc nous en sommes toujours très fiers. Les droits d'eau sur l'ensemble du Verdon sont ancestraux, et sur le bassin de la Durance aussi, puisqu'ils sont établis depuis des siècles, où en principe, on l'a vu, pour ne pas me répéter et pour ne pas répéter les propos qui ont été pris avant moi, sur le fonctionnement des canaux, sur les adductions d'eau et sur l'ensemble de l'irrigation de la Provence. Moi, je voudrais revenir sur un propos qui me semble important. On parle depuis de nombreuses minutes de ressources en eau et de quantité. Pour moi, la réponse n'est pas personnelle, elle est collective. Elle doit être collective et pas simplement sur la quantité, sur la qualité de l'eau. On ne pourra pas réfléchir et envisager l'avenir sereinement tant que collectivement, nous n'aurons pas pris conscience de la préservation et de la qualité de l'eau. Elle pourra être desservie pour les agriculteurs, pour la consommation d'eau potable, pour l'industrie. Et sachez que l'industrie a besoin d'eau de qualité elle aussi, pour développer l'ensemble de cette économie. Mais essentiellement, sur l'ensemble de l'économie, il faut que nous puissions ensemble réfléchir collectivement à une vision autre de notre économie sur ce territoire.
Alors ça, c'est la réflexion collective. Derrière, il y a aussi, puisque vous parlez de Verdon, beaucoup d'ingénierie derrière la gestion de l'eau en Provence. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'ingénierie, on l'a vu, la Société du Canal de Provence en est le témoin. Mais je voudrais aussi, pour revenir sur les propos précédents de tous les intervenants et les discours que nous avons eus, j'ai entendu beaucoup parler de territoires, qu'ils soient régionaux, départementaux, de métropoles, d'agglomérations. Et il me semble que l'eau, en termes de territoire, est un peu capricieuse, puisqu'elle ne s'arrête pas à la frontière d'un département, d'une région, voire d'une commune, et qu'elle dessert, dans l'intérêt général, beaucoup de territoires. Mais pour revenir dans l'ingénierie, je voudrais rappeler que dans cette fabuleuse région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a d'autres territoires et d'autres organisations qui sont très transversaux. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a la grande chance de bénéficier de 8 parcs naturels régionaux qui disposent d'une grande ingénierie en termes d'eau, de milieu, de patrimoine naturel, d'énergie ou de patrimoine local, notamment sur les canaux et autres. Et donc, je pense qu'on peut faire appel à eux aussi pour engager ce grand débat qu'on a sur l'eau. Merci beaucoup, Jacques Espitalier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir, bien entendu. Et puis, nous allons conclure chacune des 3 séquences de cet après-midi par un point sur l'international. Donc, bonjour Lamine Ndiaye, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'environnement et du développement durable de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et je crois qu'on verra dans quelques instants une carte. Alors, premier point, on le sait, mais je vous pose quand même la question, le changement climatique, ça vous concerne aussi au Sénégal? Oui, mais je commencerai par saluer tout le monde et remercier l'ASCP. Le fleuve Sénégal, oui, on connaît bien le changement climatique. Je donne une anecdote qui peut introduire. J'ai discuté avec M. Jean-Luc de l'AFD qui a vécu en Mauritanie. Et avant la mise en place d'un de nos barrages, il traversait le fleuve en voiture à gué. Et par la suite, il nous a fallu mettre en place des barrages régulateurs pour que le fleuve puisse répondre à tous les usages, parce que c'est un fleuve partagé entre 4 États, que sont le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, et qui connaît beaucoup de changements en termes de variabilité, à la fois temporelle et spatiale. Spatiale parce que nord du cours d'eau, on est en zone sahélienne. Au sud du fleuve, donc en amont, on est dans la zone guinéenne, donc, qui est aussi très dégradée au niveau des sources du fleuve. Donc on vit le changement climatique avec les sécheresses récurrentes, mais aussi parfois avec des inondations récurrentes. Donc, 2 phénomènes exceptionnels qui endommagent beaucoup les différents usages de l'eau. Et vous aussi, vous avez mis en place un schéma, l'équivalent de nos SDAGE? Oui, on n'a pas voulu réinventer la roue. On a voulu prendre les bonnes pratiques avec un partenariat fécond que nous avons eu avec l'agence L'eau à Dour-Garonne. Nous avons envisagé à un moment de mettre en place un outil de planification, le SDAGE. Et avec l'appui technique de la Société du Canal de Provence, on a mis en place un SDAGE qui va vers l'horizon 2025 pour arbitrer les usagers. Parce que nous, on n'a pas que 2 usagers. On a l'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, surtout minière, pour l'énergie, parce qu'on a des barrages hydroélectriques, mais aussi pour l'alimentation en eau potable de grandes villes, pour l'environnement avec des parcs et réserves, et pour d'autres usages comme la navigation. Donc c'est l'eau pour plusieurs usages, pour 4 pays, pour un bassin versant de 325 000 km², donc l'équivalent d'un pays. Et plus précisément encore, quelles sont les compétences que vous apporte la SCP, puisque vous êtes là aujourd'hui pour le 60e anniversaire? La SCP nous a donné le chemin, comment faire un schéma directeur, pas comme en France, parce que les dimensions des bassins ne sont pas les mêmes, faire un SDAGE adapté à nos réalités, un SDAGE au niveau transfrontalier d'abord, parce qu'on n'est pas dans un seul territoire, avec des lois différentes entre les 4 pays. Un SDAGE adapté également à notre horizon, mais également adapté aux contraintes, parce que vous avez plusieurs usagers, pas 3 ou 4, venant de différents pays, ayant des cultures de gestion de l'eau différentes. Et l'ASCP nous a permis d'adapter tout cela à nos besoins pour l'horizon 2025. Merci Lamine Ndiaye, et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous le voyez, les investissements d'hier et d'aujourd'hui pour la mobilisation et la gestion durable des ressources constituent la meilleure assurance pour le développement de demain. Mais encore faut-il se poser les bonnes questions.
Voici la suivante. L'eau est-elle chère? Le générique. Et on va commencer tout de suite par des petits rappels historiques. Donc, au quartier de la Gare. Et effectivement, face à la pénurie d'eau, les communes se sont regroupées pour faire des forages. Et les forages étaient à quelques dizaines de mètres de la propriété de mes parents. Donc les niveaux ont très rapidement baissé. Et donc chaque agriculteur a dû faire venir des puisatiers pour creuser les puits pour essayer de récupérer un peu d'eau. Et ce qui a été extraordinaire, c'est de voir travailler ces puisatiers avec des explosifs au fond de puits qui faisaient à peu près 25 mètres. Et donc après, avec l'arrivée du canal, les forages ont été moins intensifiés et donc les niveaux des nappes sont remontés et donc la sérénité, la paix est revenue parce que effectivement ça avait tendance un peu tout ça à énerver la population, ça a généré des conflits et voilà, donc l'arrivée du canal a été une belle chose. En Provence, l'aigua es la vida. Si dis que l'aigua es d'or. Les Provençaux, toujours, en espraignant l'aigua, pour ne pas perdre la mitad d'une goutte. Plus tard, à la Renaissance, à Dan de Craponne, à Selun de Crau, à destourner une partie de Durance, pour irriguer la Crau. Nous étions dans une région ultra sèche, avec une climatologie très capricieuse. Et nous avions du mal à faire notre métier dans des conditions vraiment sereines. Donc nous revendiquions l'arrivée de l'eau. Donc c'est après de longues décennies de combats qu'on a décidé de s'organiser pour faire reprendre en compte cette revendication par la population d'abord, par les élus surtout, afin que ça devienne un projet qui soit réaliste pour tous et qu'on ne considère plus ce projet d'irrigation de la vallée du Calavon et du Sud-Luberon comme un projet utopique. En 1984, voyant que rien n'aboutissait, on a décidé de commencer nous-mêmes d'une manière très originale la percée du Luberon pour pouvoir amener l'eau de la Durance, qui est de l'autre côté du massif du Luberon, dans la vallée du Calavon. Et on a mis en place ce qu'on a appelé une opération coup de pioche. Nous avons invité toute la population, tous les élus locaux, ceux du département, ceux de la région, le sénateur, à venir symboliquement creuser la roche dure du Luberon. Et on leur disait, c'est ici que l'eau sortira un jour. Alors c'était une époque donc, où on connaissait, ça a été évoqué, des pénuries, des ruptures dans l'approvisionnement en eau. Cette question de l'alimentation en eau de nos villes, on en parle avec Ferdinand Bernard, le président donc, de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume et maire de Sanary. L'arrivée du canal de Provence sur le territoire de Sanary et de l'Ouest toulonnais a été quelque chose d'important parce que c'était depuis quelque temps la pénurie d'eau, donc d'abord pour les agriculteurs et ensuite pour la population. Donc c'était l'époque où il y avait des coupures d'eau. Aujourd'hui, les habitants de notre région n'imaginent pas une chose comme celle-là et pourtant c'était une réalité. Alors, ça mettait en péril les cultures, bien sûr. Et puis, si vous voulez, ça ne favorisait pas le tourisme, puisque c'était pendant la période estivale, il y avait ces coupures d'eau. Donc l'arrivée du canal de Provence, ça a été vraiment quelque chose de phénoménal. Le tourisme, hein, vous avez entendu, donc une activité essentielle pour notre région. Le maire de Sanary, évidemment, très concerné par ce sujet, vient de l'évoquer. Mais l'eau est essentielle aussi dans d'autres activités économiques prépondérantes, et notamment l'industrie. Alors, on va faire un petit détour par Rousset pour voir ce qui se passe chez ST Microélectronique. Donc ST Microélectronique fabrique des semi-conducteurs et pour arriver à fabriquer des semi-conducteurs, l'eau est un élément particulièrement important et pour cela on a besoin d'eau ultra pure que l'on produit à partir de l'eau du canal de Provence. Le canal de Provence a énormément investi dans la région pour sécuriser l'alimentation en eau du site, notamment à travers différents maillages sur son réseau.
et par la constitution de certaines réserves, notamment sur la commune de Fugaux, qui nous permet d'avoir des réserves disponibles en cas d'événements majeurs sur le réseau du canal de Provence, et donc de continuer à travailler selon nos conditions, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et bien sûr, on retrouve l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Eh bien parce que l'eau lui est absolument indispensable, avec Roland Chauvin, des productions à sécuriser. Nous avions des terroirs d'exception, notamment pour la culture du raisin de table, avec une variété phare qui est le muscat de Hambourg. La culture de la cerise industrie, parce qu'on est quand même apte capitale mondiale du fruit confit. Donc sécuriser ces deux productions. Troisième production qui ne pouvait guère se passer d'eau, de par le climat que nous avions, c'était la cerise de table. Voilà, trois productions que nous voulions sécuriser. Et puis, surtout, c'était l'époque où la viticulture se cherchait un peu. Et c'est par des terroirs très variés que nous avons ici, mais aussi par l'apport de l'irrigation, que l'on a pu se diversifier dans ce domaine et faire en sorte qu'aujourd'hui, dans une cave coopérative comme celle d'Apt ou de Beaulieu, on a 15 à 20 produits différents, aussi bien en blanc, en rouge qu'en rosé. Voilà, donc diversification d'une production, segmentation, et puis conforter les productions que nous avions. Finalement, on n'a pas créé de production nouvelle. Les gens nous disaient, quand on parlait irrigation, avant que l'eau soit là, mais quand c'était encore que projet, vous allez faire du maïs et des cultures polluantes. Non, il n'a pas été question du tout de ça. Ce que l'on voulait, c'était sécuriser ce que nous avions. Parce que ça, nous savions le faire, nous avions le savoir-faire. Il nous manquait un moyen, c'était l'eau. Voilà, et je suis maintenant à côté de Lionel Reg, qui est le directeur général adjoint de la Société du Canal de Provence. Lionel, je crois que la première chose que vous voulez faire, c'est répondre aux enfants qu'on a vus tout à l'heure, au tout début de ce forum. Oui, moi j'ai trouvé ces enfants très perspicaces. D'abord, ils représentent notre avenir, les générations futures. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent quelque part que l'eau est un don, qu'il se trouve dans la nature, dans la rivière, et quelque part, ça évoque un don, la gratuité. Et lorsque on a la chance dans la société de voyager à travers le monde, Lamine Daye nous a dit qu'on travaillait au Sénégal, mais c'est partout ailleurs la même chose, on a des évocations religieuses pour partir de l'eau. C'est un don du ciel, c'est un don de Dieu, c'est un don d'Allah. Et donc, quelque part, la gratuité. Mais ces enfants sont perspicaces. Ils ont bien compris que l'eau était dans la rivière, mais pour satisfaire l'ensemble de nos usages qu'on évoquait, l'eau industrielle, l'eau d'irrigation, l'eau domestique, quelque part, il fallait des choses pour que ça se passe. Et ça, c'est les investissements que vous avez réalisés, que la société a réalisés pendant 60 ans, qu'elle réalise encore, qu'elle réalisera encore demain aussi? Alors, la société et d'autres partenaires réalisent ces investissements, mais la société les réalise depuis 60 ans, et il faut avoir deux chiffres en tête qui illustrent l'intensité capitalistique d'une entreprise comme la nôtre. Nous avons investi 2,5 milliards en valeur d'aujourd'hui pour réaliser de grands ouvrages pour satisfaire des besoins. Si on le rapporte à notre chiffre d'affaires, 85 millions du service de l'eau, cette intensité capitalistique, elle est très forte. Il faut investir 30 € pour faire 1 € de chiffre d'affaires. Nous dépassons très largement toutes les données des grandes industries, la sidérurgie, l'automobile, qui ont quelques euros, voire une dizaine d'euros pour satisfaire ces besoins. Deuxième élément chiffré que je souhaiterais vous donner, c'est que la société consacre les 2/3 de ses recettes à ses ouvrages, à son capital, pour payer le passé, les emprunts que nous avons réalisés, mais aussi pour préparer le futur en conservant l'ensemble de nos infrastructures en très bon état pour satisfaire les besoins de demain. Donc, quelque part, on voit que c'est très puissant sur le plan financier, et il faut reconnaître aujourd'hui, si la société est une société publique, c'est que l'industrie privée n'aurait pas été en capacité à le faire. Et donc, remercions nos actionnaires qui ont toujours été fidèles au rendez-vous. Et alors, la question que je vous pose par rapport à vos propos, c'est sur le financement de l'avenir, parce que ces investissements, il faut les financer. On est dans une période contrainte, tout le monde le sait, avec des lois territoriales, des réorganisations. Comment, aujourd'hui, on peut anticiper le futur du financement de ces investissements? Alors d'abord, le futur, il est beau. Moi, je m'adresse aux collaborateurs de la société. On a encore beaucoup de choses à faire pour répondre aux ambitions, aux besoins de l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des usagers de l'eau.
Quand je dis on a beaucoup de choses à faire, on a à faire des investissements pour qu'ils soient en capacité à les user et en externaliser la valeur ajoutée. À la demande de notre co-cédant, on vient de se percuter de l'avenir en établissant un programme pluriannuel d'investissement sur lequel on a pris tout en compte. Et effectivement, c'est des millions d'euros qu'il va falloir engager. Les lois nouvelles, la loi NOTE, la loi MAPAM, effectivement changent et bouleversent aujourd'hui le paysage. À nous de nous projeter dans l'avenir, de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, c'est associer l'ensemble de nos bénéficiaires pour qu'ils puissent contribuer peut-être à cet élément fantastique qui est la ressource en eau à leur disposition. Si vous permettez, je dirais 2 mots pour conclure. La société, c'est un endroit où il y a une triple solidarité qui s'exerce. Une solidarité entre les territoires, une solidarité entre les usages, mais également quelque chose qui ne peut pas toujours être bien compris, une solidarité entre les générations. Et pour finir, le thème de notre table ronde de l'instant, c'est « Cher l'eau ». Je dirais que non, il ne faut pas prendre le cher sous l'aspect du coût, mais sous l'aspect chéri, car nous avons besoin de cette eau pour que la Provence vive en paix. Très bien, merci beaucoup de cette intervention. Mais si vous me permettez, Lionel Reg, on va quand même ouvrir une discussion, une réflexion sur cette notion de prix de l'eau. Alors, cher, trop cher, pas assez cher. On va faire de nouveau appel pour lancer ces questions au souvenir de Ferdinand Bernard, donc le maire de Sanary. Écoutez. Moi, je vous parlais de la propriété de mes parents, mais les voisins, c'était pareil. On avait notre citerne, donc ils pompaient, ils remplissaient la citerne, et cette citerne partait l'eau dans les appartements, et évidemment pour l'arrosage. On ne faisait aucun contrôle sanitaire, hein, et on s'en est toujours bien porté. Mais c'est à cette époque-là que j'ai compris une chose fondamentale dans la vie, c'est qu'il n'y avait rien de gratuit. Un jour, j'avais mis la pompe en route et je m'amusais avec l'eau. Et ma grand-mère me dit... arrête de gaspiller l'eau, ça coûte cher. Je dis, mais non, elle vient du puits, elle ne coûte rien. Et là, ma grand-mère m'a dit, non, il faut payer l'électricité pour la pomper. Quand il faut payer, tout est toujours trop cher. Mais quand vous comparez le mètre cube d'eau du canal ou de la ville, en général, comparé à la bouteille de Vittel ou d'Evian, excusez-moi, l'eau, elle n'est pas chère. Bon, alors évidemment, cette question de prix, elle est aussi indissociable de réflexion sur les cultures à irriguer, sur les investissements à réaliser, sur les paris à prendre sur l'avenir. Franck Loubier est directeur de recherche à l'IRSTEA. On lui a posé la question, c'est pas si facile que ça à traiter la notion du coût de l'eau. L'eau n'est pas forcément... je ne parle pas pour la SCP en particulier, mais l'eau est chère pour ceux qui ne peuvent pas se la payer. Donc il y a des cultures qui valorisent moins l'eau que d'autres. Les grandes cultures, par exemple, valorisent moins l'eau que l'arboriculture, le maraîchage ou la vente d'eau brute pour des industries ou l'eau potable. Donc la question du prix est pas si simple que ça à traiter. Ça dépend des stratégies d'aménagement d'une part et de valorisation potentielle qu'il y a derrière d'autre part. Donc stratégie d'aménagement, en fait, ça fait référence au pari qu'on fait sur l'avenir. C'est un pari risqué, parce qu'on n'est pas sûr que nos infrastructures soient utilisées. Si les infrastructures ne sont pas utilisées complètement et qu'il faut les rembourser en partie, effectivement, l'eau sera chère. Si les infrastructures sont pleinement utilisées, l'eau sera nécessairement moins chère. Donc c'est un pari. Faire une infrastructure aujourd'hui, c'est à la fois un pari pour s'adapter au changement climatique, c'est un pari pour s'adapter à des fluctuations de marché, à des changements économiques, et c'est aussi un pari sur les variations de politique publique. Parce qu'aujourd'hui, ces infrastructures sont largement subventionnées, au moins pour les investissements initiaux. On peut avoir de l'ordre de 80% des investissements initiaux qui sont subventionnés. Et si à l'avenir, il n'y a plus aucune intervention publique pour soutenir ce secteur-là, ça peut être problématique. On va avoir un prix, enfin, des dépenses du gestionnaire plus élevées pour renouveler les infrastructures, pour les moderniser. On fait rarement du renouvellement pur. Alors c'est aussi une question de bonne pratique, d'usage, notamment dans le monde agricole. C'est votre sentiment, Roland Chauvin ? Pour un agriculteur,
qui sait l'utiliser sciemment, non, elle n'est pas chère du tout. Tant pis si les gens du canal l'entendent, qu'ils n'en profitent pas pour augmenter leur tarification. Mais non, non, elle n'est pas chère dès l'instant où on l'utilise sciemment. Voilà, et le prix, cela nous amène forcément donc à la notion de modèle économique. Romain Boulet, vous représentez une association d'irrigants, hein, puisque vous êtes le président de l'association syndicale, le directeur, pardon, de l'association syndicale du canal de Manosque. On a parlé tout à l'heure hein, avec les politiques du canal de Manosque. Quel est votre modèle économique et comment voyez-vous l'avenir ? Alors, je vous remercie ce soir de nous accueillir et de pouvoir nous donner l'occasion de vous présenter un autre modèle qui témoigne de la richesse des structures d'irrigation dans notre région, qui est complètement complémentaire de sociétés comme la Société du Canal de Provence, c'est les ASA d'irrigation. Une ASA d'irrigation, c'est un regroupement de propriétaires, donc ce sont des établissements publics, souvent de petite taille, à l'échelle locale, et qui sont gérés et administrés par les propriétaires eux-mêmes, au travers donc de regroupements de syndics qui sont élus de ces structures. Alors, les ASA sont des établissements donc publics et se doivent d'avoir un équilibre budgétaire. Cet équilibre budgétaire se traduit donc par le recours à des redevances syndicales qui sont appelées auprès des propriétaires, et la stabilité des périmètres irrigués permet d'aboutir à une stabilité des recettes qui, elles, doivent financer l'entretien, l'exploitation et le renouvellement des ouvrages. Il est fondamental pour les ASA, et je crois que leur ancienneté, puisque beaucoup sont aujourd'hui pluricentenaires, témoigne de la robustesse de ce système. Alors il y a aussi la question d'usage peut-être nouveau, parce que est-ce que la solution pour vous, par rapport ne serait-ce qu'à votre taille, c'est pas justement de réfléchir sur des multi-usages ? Alors absolument, la situation particulière du canal de Manosque qui donc irrigue un territoire en moyenne durance de 13 communes, donc dessert environ 3500 hectares de périmètre. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à viabiliser ces structures-là pour les faire perdurer dans le temps. Et l'ambition qu'a eu le canal de Manosque, avec l'appui très fort de ses partenaires financiers, et notamment donc, de la région, de l'Agence de l'eau et de l'État, a été de pouvoir investir fortement, donc plus de 13 millions d'euros sur ces 10 dernières années, à l'échelle d'une structure qui génère 1 million d'euros de recettes de fonctionnement annuel, c'est considérable, afin donc d'améliorer, de conforter et de réguler d'une façon beaucoup plus efficace l'eau dans le canal principal, et à partir de ce canal principal qui crée un véritable stock d'eau en colline, de moderniser la desserte, notamment sur les zones aujourd'hui qui s'urbanisent fortement, et l'ASA étant représentante d'un territoire, se doit d'évoluer avec l'évolution de ce territoire. Et la très forte urbanisation aujourd'hui que nous connaissons en région PACA, et encore plus en moyenne durance aujourd'hui, c'est non pas de subir cette situation d'évolution du sol qui pourrait amener certaines structures à péricliter, mais de s'adapter, de se moderniser, et au travers de réseaux donc basse pression qui ont été mis en place sur le canal de Manosque, et ce n'est qu'un début, on l'espère, d'arriver à satisfaire l'ensemble des nouveaux usages. Et la satisfaction de ces nouveaux usages permet de pondérer la pression des redevances sur le monde agricole, qui ne peut aujourd'hui seul satisfaire l'entretien et le renouvellement d'infrastructures aussi lourdes que celles que vous avez vues tout à l'heure, et c'est le cas aussi pour les syndicats comme nous. Et donc c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Merci de votre témoignage, Romain. Voilà, et je retrouve maintenant Madame Bénédicte Martin, donc, qui préside la commission agriculture et viticulture au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous représentez aussi aujourd'hui l'autorité concédante, donc bien sûr de la Société du Canal de Provence. Quand on parle de modèle économique, ce modèle économique, il est au service de l'action politique. Alors, votre action de développement aujourd'hui de l'aménagement hydraulique de la Provence, vous l'envisagez comment ? Comment voyez-vous l'avenir ? Alors, je crois tout d'abord que notre président, dans ses propos introductifs, Renaud Muselier, puis Philippe Vittel à son tour, au démarrage de ce forum, ont largement posé les termes du débat. La région a une double responsabilité liée aux lois de décentralisation et notamment les plus récentes, avec la responsabilité du développement économique et la responsabilité de l'aménagement du territoire. Cette double responsabilité, elle doit s'envisager à travers les principes de solidarité et d'équité, et l'eau tout particulièrement est un enjeu de ce développement, un enjeu de cet aménagement, et l'esprit de solidarité est d'une grande prééminence. Et je dois dire que dans tous nos arbitrages, lorsque nous sommes amenés à faire des arbitrages entre la région et la SCP,
ce principe d'équité entre les usages, entre les territoires, nous motive toutes nos décisions. Alors, il est vrai que la SCP n'a pas attendu la loi NOTRe, ni le SRDE2I, ni le SRADET pour s'engager dans cette politique. Le président a promis qu'il allait un peu changer les signes. Hein. Oui, dans cette politique visionnaire. Et je veux rendre hommage aux bâtisseurs, à ceux qui, il y a 60 ans, ont su anticiper et ont su faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur un modèle en termes d'hydraulique et d'irrigation agricole, en nous conférant déjà une certaine avance, mais qu'aujourd'hui, grâce à cette expertise, grâce à ces compétences, de grands défis ont pu être relevés, mais de grands défis restent à relever. Tout à l'heure, les élus se sont exprimés et il y a des problématiques qui sont complètement différentes, qu'on soit dans les Hautes-Alpes, comme l'a souligné Christian Hugo, qu'on soit dans des zones de montagnes sèches, comme les Alpes de Haute-Provence avec le problème des retenues, ou dans le Haut-Luberon. Aujourd'hui, on a ces défis à relever pour approvisionner, sécuriser, amener l'eau avec le phénomène du réchauffement climatique, mais on a aussi la contrainte d'économiser, de moins prélever dans les rivières, de moins prélever dans les forages. Et pour amener cette démarche collective, il y a la gouvernance. Elle est essentielle, monsieur le soulignait. Donc, la région a souhaité prendre la compétence du cycle de l'eau dans ce qui est la coordination et l'animation pour cette raison précise, parce que d'une part, on a tous les réseaux d'irrigants, parce qu'au-delà des crédits conséquents que nous mobilisons dans le cadre du PPI, aux côtés de la SCP, il y a toute la politique aux côtés des associations d'irrigants pour moderniser les réseaux, pour arriver à de nouvelles techniques d'irrigation. On travaille avec la Chambre régionale d'agriculture également sur les modèles économiques, la recherche et le développement. Tout ça est un ensemble lié. Quand vous faites de la recherche et développement et de l'expérimentation sur des variétés plus résistantes à la sécheresse, c'est aussi un gain en termes d'irrigation. Quand on veut rénover le modèle agrométéo, qu'on veut lier les stations expérimentales météorologiques avec l'ARDEPI, c'est aussi cette globalité. Et c'est dans la démarche globale et collective qu'on y arrivera à conjuguer ces différents enjeux, approvisionner, économiser et pour autant se développer. Donc la région est porteur de cette stratégie, avec l'ensemble des acteurs évidemment, puisqu'on n'est pas organisateur, on est co-constructeur. Merci beaucoup, Bénédicte Martin. Alors, je suis aux côtés maintenant de Jean-Luc François, puisqu'on va parler, on l'a dit à chaque fois à la fin des séquences de l'international. Donc, vous représentez l'AFD, l'Agence française de développement. Pour moi, c'est le bras armé de la France en matière de coopération, en matière de développement, mais vous avez peut-être déjà une définition un peu moins basique à nous donner de ce que fait l'AFD. D'abord, merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir d'être là pour ces 60 ans. Peut-être je peux repartir d'un petit mot d'une des jeunes filles qui était interviewée, qui disait « Autrefois, on puisait l'eau, on pompait l'eau, etc. » Dans les géographies d'intervention de l'AFD, c'est pas autrefois, c'est maintenant que beaucoup de jeunes filles, comme ça, beaucoup de mamans, passent beaucoup de temps à aller chercher une eau qui est d'une qualité très discutable. Et c'est aussi des géographies où tout ce qu'on a entendu sur l'irrigation, cette façon de transformer de l'eau en d'excellents vins, et pas à la portée des agriculteurs. Et donc, ce qui fait que dans les régions où nous intervenons, le prix de l'eau, c'est vraiment une eau très très chère parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'il faut passer beaucoup de temps pour aller la chercher. Et donc, même si philosophiquement, on dit l'eau du ciel est un don de Dieu. En réalité, l'eau est extrêmement coûteuse et bien plus coûteuse que chez nous encore. Voilà. Donc, parce que l'Agence française de développement, c'est en effet le bras armé du gouvernement français pour sa politique de développement. On a une banque de développement, on prête à peu près 10 milliards d'euros cette année, par exemple, dont la moitié doit avoir un impact climat, un impact positif sur le climat, qui était très très bien évoqué, je pense, par tous les intervenants avant ici. Mais l'AFD le fait surtout aujourd'hui en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que la question qui nous réunit ici, c'est l'adaptation. Et l'adaptation, c'est la priorité des priorités du continent dans lequel nous devons faire le plus, c'est-à-dire l'Afrique, d'une façon générale, du nord au sud, et où l'adaptation, en gros, c'est l'eau. Oui, c'est l'eau sur les inondations, c'est l'eau pour l'agriculture, c'est l'eau potable.
Ce modèle économique dont vous venez d'entendre parler là, dans cette séquence, on va dire ce modèle économique provençal, en quelque sorte, il vous paraît intéressant pour le bailleur de fonds que vous êtes? Alors, peut-être je reviens sur la relation de l'Agence française de développement et de la Société du Canal de Provence. Notre mission, c'est en effet de financer le développement, mais c'est aussi de mettre à la disposition de nos partenaires du Sud le meilleur de l'expertise française. Nous disons, c'est le meilleur de la France pour un monde meilleur, pour un monde en commun. Donc on parle de solidarité, mais on a un monde en commun. Voilà. Et donc la SCP, ça fait partie de ce pôle d'expertise et d'excellence. Et cette expertise, je la définirais un petit peu à trois niveaux. D'abord, il y a une ingénierie très technique, qui en plus est en parfaite évolution avec du numérique de plus en plus, vous en donnez des exemples, et on est dans des géographies où il y a des sauts de technologie qui sont possibles. Et donc le fait que vous soyez vraiment à la pointe ici, c'est utile, je pense, à nos pays partenaires. Mais le deuxième élément très important, c'est ce que vous appelez la gouvernance. Donc nous sommes dans des géographies où peut-être les collectivités territoriales n'ont pas jusque-là eu autant d'importance qu'elles peuvent l'avoir aujourd'hui dans la gouvernance de la Société du Canal de Provence. Mais on voit très bien tous les pays qui sont ici représentés, où les collectivités territoriales sont là. Donc il y a une espèce d'ingénierie institutionnelle que vous portez, sans que ça soit un modèle, puisque évidemment là on est sur des questions d'histoire politique extrêmement importantes. Donc soyons attentifs, respectueux, partageons notre expérience, écoutons et appuyons. Et puis la dernière chose, c'est le modèle économique, en effet. Les chiffres qui nous ont été donnés, pour moi, sont très parlants. Parce que dans les débats de la communauté internationale sur comment financer l'irrigation, comment financer l'investissement, on voit des donneurs de leçons, des apporteurs de solutions magiques avec la mobilisation du secteur privé. Quel est l'investisseur privé suffisamment patient pour espérer des taux de rentabilité aussi faible, aussi modeste à si long terme? Et donc nous n'avons de cesse d'appeler l'expérience française des sociétés d'aménagement rural, notamment vis-à-vis de nos collègues de la Banque mondiale, de la Banque asiatique, ou de la Banque, pour leur dire attendez, c'est un bien commun que nous construisons, la puissance publique doit être là-dedans, c'est son rôle. Elle doit être l'investisseur patient. Voilà. Donc nous nous rapprochons actuellement à l'Agence française de développement avec votre actionnaire qui est la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est exactement ce que disait hier le président de la Caisse des dépôts, enfin le directeur général, et mon directeur général. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous. Et en tout cas, merci à la Société de Canal de Provence pour la contribution qu'elle apporte au succès de nos opérations. Et plus généralement, peut-être, merci aux acteurs de la région que la Société de Canal de Provence ne manque pas de solliciter chaque fois que nous proposons à des délégations étrangères de venir visiter le système Durance-Verdon qui chaque fois les séduit, les convainc de l'expertise française. Je ne peux pas ici énumérer toutes les délégations étrangères qui de l'Éthiopie à la République dominicaine sont passées par ici, mais je peux vous dire que c'est des retours très importants pour nous et finalement pour les investissements français un jour dans ces régions. Merci beaucoup, Monsieur François. Alors, dans ce paysage politique, de gouvernance, économique, donc, avec ces notions de rentabilité et autres, il y a une question quand même qui se pose en Provence, vu aussi les aspects géographiques qu'on a vus tout à l'heure. Y a-t-il encore des territoires à aménager ? On va tout de suite ouvrir cette troisième séquence et écouter ce que nous dit à ce sujet la vice-présidente de la région en charge de la ruralité et du pastoralisme. Quel constat faites-vous, Eliane Bareil, sur cette question? Y a-t-il encore des territoires à aménager? Aujourd'hui, force est de constater que les aménagements sont insuffisants, puisque avec les aléas climatiques et les changements climatiques, il s'avère que nous traversons des périodes de sécheresse extrêmement importantes, notamment l'année dernière et l'année précédente, il y a eu des périodes importantes. Dès le mois de juillet, dans certains secteurs, il n'y avait plus d'eau et les agriculteurs étaient en pénurie. Donc c'est vrai qu'il y a une forte attente au niveau de l'agriculture pour des aménagements complémentaires. Et sur ce même thème,
On va voir que ce constat est partagé dans le monde de la viticulture, pour prendre cet exemple. On va écouter donc sur l'intérêt de l'irrigation pour la viticulture Bernard Viguier dans les Côtes du Luberon, et puis aussi le président de la coopérative du Commandeur, le Varois Jean-Marie Porte. L'année dernière, nous avons vécu une année terrible en sécheresse, car il faut quand même savoir, n'oublions pas qu'on a regardé de février 2015 à juin 2016, nous avons enregistré uniquement que 360 mm d'eau, ce qui est vraiment ridicule. 360 mm d'eau. Une région comme Apt, habituellement, à 600 mm, en moyenne, 600, bon an, mal an, 600 à 700 mm par an. Mais là, moi, dans mon expérience que je vois depuis que je suis né, en 50 ans, j'ai vu la totalité des nappes qui ont vraiment baissé, mais c'est incroyable. Alors, c'est pas évident, je pense que c'est vital. C'est vital pour l'agriculture locale, c'est vital pour l'ensemble de tout le bassin, etc. C'est très important. On ne peut pas avoir autant d'emplois que ce qu'il y a là, parce qu'on ne peut pas avoir des fruits ridicules, il faut des fruits qui soient un petit peu plus adéquats de manière à pouvoir vendre. Donc on ne peut pas, c'est pas possible. Il faut, si on veut un bon produit, il nous faut de l'eau. Il est évident que de l'eau à disposition pour irriguer nos vignes, mais quand je dis irriguer, c'est apporter à la vigne le minimum dont elle a besoin pour satisfaire ses besoins et surtout mener au bout une récolte avec tous les équilibres requis pour élaborer des vins de qualité. Donc c'est ce qu'on recherche et c'est rien d'autre parce que globalement on peut dire que la vigne n'a pas beaucoup besoin d'eau, mais il y a quand même un minimum à lui apporter pour qu'elle puisse assurer un développement satisfaisant. Sur des parcelles sans eau ici, on ne peut pas faire grand-chose, et qu'il y a un intérêt à pouvoir faire autre chose, notamment entre deux cycles de vignes, ne serait-ce que pour assurer un assolement, une régénération, une restructuration des sols. Parce que replanter vigne sur vigne, agronomiquement parlant, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. L'agriculture sur le secteur est quand même moteur de l'économie, en particulier la viticulture. Donc sur les communes environnantes, la viticulture représente à peu près 25 millions d'euros, donc ce qui est considérable pour un territoire de cette dimension. Donc on aimerait pouvoir continuer à développer, à diversifier, et développer, ça va se faire aussi sur des parcelles qui sont aujourd'hui pas forcément cultivées, et qui ne sont pas cultivées toujours pour les mêmes raisons, parce qu'elles sont arides, et on ne pourra y développer et cultiver de la vigne que si on a de l'eau. Voilà, alors ça c'est pour la viticulture, mais on va parler avec Serge Vernet d'autres cultures. Bonjour Serge, vous êtes donc agriculteur sur le plateau de Valençol dont on a déjà abondamment parlé cet après-midi. Vous êtes aussi le président de la coopérative GPS. Alors vous êtes plutôt un spécialiste des grandes cultures, du blé dur, la lavande, etc. Il y a aussi une demande de la part des agriculteurs qui sont sur ces filières-là, de nouveaux aménagements concernant l'eau. Oui, bonjour. Effectivement, s'il fallait se convaincre de l'intérêt de l'irrigation, je ne saurais trop vous inviter à monter sur le plateau de Valençol aujourd'hui. Essayez de voir un petit peu à travers les touristes chinois si vous avez accès au champ de lavande au sec. Et vous verrez des plantations, vous verrez des cultures qui sont traditionnelles, dont on dit qu'elles n'ont pas besoin d'eau, qu'elles sont adaptées. Mais malheureusement, elles sont en train de crever, pour parler franchement. Et effectivement, il y a aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être un agriculteur irriguant sur le plateau de Valençol, tout un tas de collègues qui aujourd'hui attendent l'arrivée de l'eau sur l'exploitation, non pas pour spéculer ou que sais-je, mais c'est pour reprendre le terme qui a été utilisé précédemment, sécuriser. Sécuriser des productions qui sont historiques, le lavandin, le blé dur, mais on a de l'olivier, on peut avoir demain une culture dont on ne parle jamais, et je n'en parlerai pas longtemps, mais c'est la trufficulture. Voilà, on peut avoir des chênes, on n'est pas obligé d'avoir des truffes, mais on peut toujours arroser des chênes. Voilà. Et on a aujourd'hui, effectivement, sur ce plateau de Valençol, une demande, et j'ai entendu le représentant du département, avec plaisir, et parler d'éventuels futurs aménagements. Je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai retenu un chiffre, c'est les 125 millions d'euros, je crois. J'espère qu'une partie remontera, puisque l'eau descend des Alpes et que le financement pourrait remonter. Ce serait juste répartition des choses, puisqu'on parle de répartition depuis un petit moment. Enfin, voilà. Ça c'est au niveau des exploitants. Au niveau des exploitations,
on sent aujourd'hui, c'est vrai, une demande. Maintenant, je suis aussi président de coopérative. On a le soleil, on a la technicité chez les producteurs, mais on a aussi une ressource en eau, pour ceux qui en bénéficient, une ressource en eau sécurisée, on va dire. Et ça, un client, je vois qu'il y a des semaines ici dans la salle, un client comme Pioneer, c'est une petite société américaine, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous lui dites on va mettre en place des semences de base, on va mettre en place des semences à destination du commerce, mais on n'est pas sûr de les faire relever, on n'est pas sûr de les faire repousser, et on est encore moins sûr de les récolter, le type il s'en va, il cherche pas, il reste pas. Donc c'est vrai que cet élément d'eau sécurisée, c'est quelque chose de très important. Alors derrière tout ça, il y a aussi dans les filières des emplois. C'est un point important pour le président de coopérative que vous êtes. Alors on a des emplois. Par exemple, chez nous, GPS, on produit des semences haut de gamme, c'est-à-dire, on va dire, des céréales à paille. Donc c'est la station de semences, c'est l'usine, c'est la production, c'est des saisonniers, c'est des permanents, c'est des emplois induits. On participe avec une autre coopérative qui s'appelle Artiris, à part égale, dans une structure qui s'appelle Durance Hybride. On produit là des semences hybrides, comme son nom l'indique. Là aussi, des permanents, des saisonniers. C'est des gens qui emploient à leur tour sur des exploitations aussi du personnel. Et donc, moi, je peux difficilement me faire le compte, donner un chiffre, mais je vous laisse imaginer, quand vous avez quelques centaines de producteurs, multipliés par les saisonniers, par les permanents, par les emplois induits, ce que ça peut donner sur une petite région comme la nôtre. Merci. Voilà. Merci Serge Vernet. On va maintenant aborder un autre sujet qui a été, il y a quelques instants, cité par Madame Martin et dont on a parlé un peu en filigrane tout au long de ce forum, c'est l'innovation, ou plus exactement les innovations. Alors, y en a-t-il qui permettent de faire mieux, moins cher, plus vite? On va écouter le point de vue de deux personnes qui travaillent sur ces questions. Un chercheur de l'INRA d'Avignon, Jean-Marc Touzard, et puis un spécialiste de l'innovation en viticulture, Sébastien Payen. On les écoute. Ce changement climatique va mettre encore plus au cœur de la stratégie viticole la question de l'eau, de la gestion de l'eau. Alors quand on pense gestion de l'eau, voilà, c'est important à la fois pour les rendements et aussi pour la qualité du vin, ça tout le monde le sait. Et en fait, on pense tout de suite irrigation. Certes, l'irrigation est et va devenir de plus en plus importante comme levier d'adaptation, levier d'action dans les vignobles méditerranéens, mais aussi sans doute dans d'autres vignobles de France. Au sud-ouest, dans 20 ou 30 ans, je pense qu'on irriguera aussi. Alors, il s'agit évidemment de penser une irrigation de manière très raisonnée, optimisée, parce qu'il n'y aura pas que la vigne et les viticulteurs qui vont avoir plus besoin d'eau. D'autres activités humaines aussi, urbaines, agricoles, vont avoir besoin de l'eau. Donc il va falloir toujours négocier avec les autres. Donc toutes les techniques qui permettent d'optimiser de mieux en mieux l'usage de l'eau, en fonction des besoins de la plante, en fonction de l'objectif de production qu'on peut avoir, vont se développer. On construit un logiciel qui permet d'optimiser la production tout en optimisant les ressources. Donc en fait, les viticulteurs et les œnologues, ils ont un endroit où ils peuvent se loguer et voir en temps réel ce qui se passe. Et donc après, prendre des décisions qui sont optimisées en fonction de la santé de la plante. Deuxième point important, c'est qu'il faut raisonner non pas strictement irrigation, même si j'ai dit que c'était important, il faut raisonner gestion de l'eau de manière plus globale. Donc associer par exemple la question de l'irrigation avec toute une série d'autres pratiques techniques qui permettent de jouer sur la rétention en eau, par exemple, des sols, les besoins en eau de la plante. Alors là, vous le voyez, on parle d'innovation. Après, on est parfois un peu rattrapé par un principe de réalité. On entendait une petite fille dire tout à l'heure, ils font des canaux, là, c'était les canaux de Provence, c'est ce qu'ils vont mettre des canaux partout. On peut peut-être pas mettre des canaux partout en Provence. Donc il faut envisager des solutions d'aménagement qui soient aussi innovantes. Alors Cédric Proust, je m'approche de vous. Vous êtes chargé de mission au parc naturel régional du Luberon. Je vais y arriver, parc naturel régional. Vous avez quelques pistes, notamment dans ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire, maintenant, par rapport à de la récupération des eaux, ou bien encore à d'autres techniques innovantes.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors sur ce sujet très vaste de la gestion de l'eau, ça a été dit tout à l'heure, les parcs naturels régionaux, ils ont pour mission d'innover. Donc, on a essayé de le faire déjà au niveau du parc du Luberon à travers une gouvernance locale de l'eau avec la mise en place d'un premier sage et donc essayer de travailler ensemble pour trouver des solutions collectives. Et donc, à l'échelle du petit bassin du Calavon-Coulon qui est déficitaire en eau puisque ces pénuries ne sont pas d'aujourd'hui, mais datent de longtemps, on s'est organisé, on a travaillé ensemble pour anticiper et tout ça autour de la discussion. Et je rejoins Christian Dodoli lorsqu'il disait c'est aussi de formidables opportunités, ce travail ensemble. Il y a un côté fort laborieux, il est vrai, de mettre tout le monde autour d'une table et de partager une vision commune, mais c'est aussi fortement enthousiasmant et c'est plus que nécessaire pour anticiper ces changements. Et nous, on a aujourd'hui un historique de gestion d'une 20aine d'années qui porte ses fruits à travers des solutions multiples de gestion cohérente et rationnelle de l'eau. Donc, je ne sais pas sur quel exemple je peux vous citer. Nous, par rapport aux enjeux eau potable et aux efforts qui veulent être fournis aussi, puisque ces efforts sont partagés, on insiste bien sur la notion d'équité, de solidarité, donc tout le monde doit fournir un même travail. On a développé une opération Économisons l'eau, donc pour sensibiliser et pour essayer de travailler avec les collectivités de façon à ce qu'elles soient exemplaires elles-mêmes sur la réduction des consommations en eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place de manière assez innovante et qui s'inscrit complètement dans les objectifs régionaux à travers le Source. Et puis, trouver des solutions aussi très concrètes par rapport aux besoins agricoles. On peut citer ces exemples-là. Je disais territoire déficitaire. Au fil du temps, les agriculteurs, conscients quand même de la réalité des choses, ont vraiment rationalisé, optimisé cette gestion de l'eau avec des appareils tensiométriques qui mesurent au mieux les besoins des plantes, avec du goutte-à-goutte qui s'est très vite installé, du goutte-à-goutte enterré. Tout ça, ce sont des démarches innovantes. Malgré cela, on voit aujourd'hui qu'on est encore obligé de réduire les prélèvements si on veut ne pas impacter trop les ressources et les milieux. Et donc pour cela, il faut trouver des ressources de substitution. Donc soit c'est de l'eau qui vient de l'extérieur, donc on a déjà notre territoire qui est dépendant à 75% des adductions d'eau extérieure sous différentes formes, canaux, eau sous pression via les aménagements SCP. Et aujourd'hui, sur des territoires un peu plus de coteaux, reculés, on réfléchit à des solutions autres et notamment le stockage désaisonnalisé avec la création de retenues collinaires. L'idée étant d'apporter les besoins en période estivale pour l'agriculture, sachant que c'est la période la plus sensible. Mais on n'est pas dans de l'apport d'eau, des volumes supplémentaires, on est bien dans la substitution. C'est un exemple d'innovation. Il y en a d'autres aussi avec la réutilisation d'eau usée, qui est aussi une solution. Les eaux des stations d'épuration. Voilà. Utiliser l'eau en sortie de station d'épuration, avec bien sûr toute une garantie de traçabilité, de qualité et tout. Donc c'est quelque chose qu'on expérimente avec la Société du Canal de Provence, le parc y participe également, et on est en train de développer ça à l'échelle de la petite commune de Saint-Martin-de-Castillon pour l'instant. Donc on pourra vous en dire plus lorsqu'on aura les premiers résultats de tout cela. Oui, l'impression qu'on a, c'est qu'il va falloir qu'on se revoie de temps en temps pour faire le point sur toutes ces questions. Claude Rossignol, le président de la Chambre régionale d'agriculture, président aussi de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Pour conclure un petit peu cette séquence, est-ce qu'on peut résumer? Il y a les attentes des agriculteurs, il y a le côté raisonnable, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a les nouvelles techniques, l'innovation. C'est quand même un grand sujet aujourd'hui, celui de l'irrigation et de l'eau en Provence. Ouais, c'est un grand sujet, puis pour moi l'irrigation c'est quelque chose d'obligatoire. Je veux dire, et moi je dis, comme l'a dit Philippe Vittel tout à l'heure, un grand merci à nos aïeux pour ce qu'ils ont fait, les 60 ans de la SCP, ce miracle de l'eau. Parce que j'ai 64 ans, j'avais 4 ans quand la SCP a été mis en place, le projet Erigo. C'est vrai, je me souviens, il y a le maire de la Seine qui dit tout à l'heure, mon grand-père qui allumait la pompe électrique, qui pompait dans le puits. Un jour, il est arrivé ces grosses machines qui ont fait des trous, qui ont mis des tuyaux, et puis un miracle, on ouvre une borne et l'eau sort. Et on met des tuyaux et la pluie est artificielle. Ça paraît tôt. Je tiens à rappeler ça parce que c'est quelque chose, ça paraît normal pour tout le monde. Mais quand on était petit, c'était un miracle. Je tiens à le rappeler, ce miracle de l'eau. Deuxièmement, un sujet aussi qui mène en réflexion. Quand je dis merci à nos aïeux d'avoir fait Sainte-Croix, d'avoir fait Serre-Ponson, d'avoir fait ces réserves, parce que
Quelque part, si on voulait faire ça aujourd'hui, ce serait, je le dis souvent en conseil d'administration, impossible. Impossible pourquoi? Parce que des centaines d'associations de gens se mettraient au milieu. Mais au titre de la biodiversité, des petits oiseaux, je m'appelle Rossignol, je le défends aussi, mais cette biodiversité, les gens qui n'ont pas vu, moi j'avais 4 ans, pareil, ou 5, quand mon père m'a amené voir ces reponçons, c'est vrai qu'il y a une biodiversité qui a été détruite. Mais maintenant, ceux qui y vont, c'est une beauté, c'est un paradis, ces endroits-là, donc ça s'est reconstruit. C'est ça, c'est qu'il faut qu'on médite. C'est-à-dire que ces travaux qui sont nécessaires, il faudra les faire. J'ai entendu 2 messages aussi clés par rapport à nos sciences grises, de nos chercheurs, par rapport au changement climatique, par rapport au manque d'eau. Non, on ne manquera pas d'eau à moyen et court terme si on sait s'adapter. Et l'adaptation, c'est ça. L'adaptation, on le dit par rapport à l'irrigation chez nous, je le dis, je reviens au sujet agricole, mais je voulais pas pousser ce petit cri de cœur parce qu'on entend trop des messages négatifs par rapport à ça. Soyons positifs. Notre région, sans irrigation, serait un désert. Sans nos aïeux, notre région serait un désert et il n'y aurait plus d'agriculture. C'est vrai qu'on voit ces paysages verts, c'est grâce à l'irrigation. On voit nos cultures, c'est grâce à l'irrigation. Les changements, il y a eu des changements. À l'époque, on le sait, il y a la viticulture, l'oléiculture, on ne s'arrosait pas. Nous, on faisait des melons au sec dans la plaine de Tresse. Ça ne se fait plus, c'est impossible. Mais il faut l'irrigation pour faire de la production de qualité. Non pas pour se produire, on ne fait pas du maïs chez nous, on fait de la production de qualité. Donc c'est ça, c'est les messages qu'il faut faire passer. Et on sait s'adapter, ça je le dis, on l'a vu tout à l'heure, il y a des réseaux qu'il faut continuer dans notre région, que ce soit dans le Var, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Provence, on le sait, Philippe le sait, on l'a vu, il y a des endroits qu'il faut qu'on amène l'eau encore aussi. Certes, on a besoin de positions de secours, comme vous l'avez dit monsieur tout à l'heure, mais la première position, c'est de mener l'eau de partout. Et on le voit, André Bernard qui est là, est un grand défenseur de l'eau, d'amener l'eau du Rhône aussi, mais il y a plusieurs sujets, mais il faut amener l'eau dans notre région. Et je pense que aussi notre agriculture a su s'adapter par rapport à l'irrigation. On le voit, l'irrigation au goutte à goutte, c'est-à-dire c'est mener l'eau à la plante juste nécessaire pour que la plante ait l'eau qu'il faut pour produire. C'est-à-dire c'est pas amener l'eau en qualité, c'est l'adaptation, toujours le message d'adaptation. C'est pour ça qu'on l'a dit, Bénédicte l'a dit tout à l'heure, Bénédicte Martin, on a besoin aussi de nos stations d'expérimentation, de la recherche qui se fait au Canal de Provence en collaboration avec l'ARDEPI. On a besoin de toutes ces recherches justement pour aller adapter et mener, et aussi des recherches à des plantes qui s'adaptent aussi au manque d'eau. C'est quelque chose aussi à l'INRA, mais aussi dans la station d'opération, on fait des études là-dessus. Merci Claude Rossignol, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Alors, on a plusieurs fois évoqué dans cette réunion la nouvelle donne territoriale. Dans la nouvelle donne territoriale, il y a des nouveaux acteurs, et notamment les métropoles. Alors, quand on parle d'agriculture, on n'est pas forcément mal placé quand on évoque la métropole Aix-Marseille-Provence, parce que je crois que c'est une des métropoles les plus agricoles de France, sinon peut-être la métropole qui a le plus d'agriculteurs. Mais on va évidemment maintenant parler de l'eau en milieu urbain, et puis peut-être présenter les enjeux que représente l'eau pour cette métropole. On a posé la question au directeur général adjoint en charge de ces questions à Aix-Marseille-Provence, c'est Jean-Marc Mertz. Cette métropole, c'est une création très récente. C'est le rassemblement de 6 territoires. Ça regroupe 92 communes et est composé de 1,8 million d'habitants. Un des premiers objectifs qu'il y a, et l'intérêt métropolitain de cette création-là, c'est de travailler effectivement sur des objectifs communs au niveau métropolitain, essentiellement liés, je dirais, dans un premier temps, à l'adduction, puisque 80% du territoire de la métropole est desservi en eau par les 2 ressources importantes qui nous descendent des Alpes, donc celle du canal de Provence, donc l'eau du Verdon, et celle du canal de la Durance, donc qui alimente également Marseille. Donc il y a 2 canaux, 2 grosses infrastructures sur notre métropole, le canal de Provence et le canal de Marseille. Ces 2 infrastructures, nous avons tout intérêt à les faire jouer ensemble. C'est le cas déjà de Marseille, où Marseille est alimentée à la fois par l'eau de la Durance et l'eau du Verdon. Et le travail qu'il y aura à faire dans les années qui viennent, c'est à l'image de ce qui a été, de la sécurisation qui a été faite sur Marseille par ces 2 canaux, voire
qu'est-ce qui se passe sur chaque territoire, et petit à petit construire un schéma directeur qui permette effectivement à chaque habitant de ce territoire d'avoir la double sécurisation d'eau, puisque effectivement une ressource peut avoir un problème, et donc il est important que chacun ait cette double sécurité. Voilà, avec ces belles images du Vallon d'Ol. Alors, on va parler maintenant avec Raymond Casaubon, qui est avec nous. Je vais vous proposer, monsieur, de bien vouloir vous lever comme ça, on vous verra bien à la caméra. Vous présidez le syndicat intercommunal de la Corniche des Morts. Est-ce que vous partagez les propos qui ont été dits sur la préoccupation qu'on peut avoir aujourd'hui sur la sécurisation de l'approvisionnement et puis la nécessité, justement, d'avoir plusieurs solutions, de privilégier le travail collectif? C'est également quelque chose que vous faites sur la Corniche des Morts? Oui, je me sens un peu petit par rapport à l'intervenant précédent. Le syndicat gère 45 000 habitants en période normale, mais qui passe à 450 000 en période estivale, aujourd'hui. Donc la difficulté de notre démarche tient surtout à pouvoir desservir d'une façon convenable, en eau de très bonne qualité, l'ensemble des habitants, des touristes, qui ont une économie un peu particulière et donc une utilisation de l'eau aussi un peu particulière, qu'il est difficile d'ailleurs de traiter et de comprendre. Voilà donc pour notre territoire. Pour nous, la vocation que l'on a, nous, c'est une solidarité sur l'ensemble des communes de notre territoire, des 12 communes, petit territoire donc autour de Saint-Tropez, avec une démarche qui date aujourd'hui de 1930, qui a été la création du premier syndicat, avec l'exploitation des ressources souterraines. Quelques années plus tard, en 1991, ce syndicat, avec l'aide de la commune dont je suis le maire, a fait édifier un barrage collinaire. Un barrage assez important, puisqu'il fait 8 millions, 8,5 millions de mètres cubes de stockage. J'ai entendu l'intervenant tout à l'heure qui préconisait même cela comme nouveauté. Voilà, ça existe depuis 1991. Aujourd'hui, nous étendons nos moyens, nos ressources, avec l'aide de la SCP, mais aussi dans le cadre d'une démarche très intéressante et très importante entre l'État, la région, le département, l'agence de l'eau. Mon prédécesseur a fait cela avec beaucoup d'entrain et avec une réussite qui nous permet aujourd'hui de nous raccorder donc au Verdon par la liaison Verdon-Sainte-Maxime, avec la création d'une unité de traitement d'eau potable. Et aujourd'hui, donc, nous avons un plan d'investissement qui est très intéressant, et ce plan d'investissement, nous avons pour habitude de le proroger avec une vue à 30 ans. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons des économies pour pouvoir financer les investissements futurs. Voilà. Nous attachons beaucoup aussi d'importance à la qualité de ce que l'on peut appeler l'eau brute. Pour nous, ça n'est pas une marchandise, c'est un bien public, donc on essaie de la traiter avec vigilance pour pouvoir la sauvegarder et en faire profiter tous nos habitants futurs. Merci beaucoup, Monsieur Casaubon. Et on va terminer cette séquence et terminer cette partie du forum avant que je ne vous passe le micro pour des questions. En accueillant Monsieur Bokoum, je vais vous passer le micro. Monsieur, je vous propose de vous lever. Alors, vous êtes le directeur de l'Office du lac de Guiers au Sénégal, qui permet d'alimenter Dakar en eau potable. Aujourd'hui, par rapport à toutes ces questions qui ont été évoquées, comment pouvez-vous témoigner? Et puis, est-ce que l'action qui a été menée en lien avec la Société du Canal de Provence, puisque vous êtes en partenariat, est quelque chose aussi d'important pour vous? Est-ce que ce sont des propos que vous pouvez partager, ceux qui ont été tenus aujourd'hui, ou quels sont vos points de vue sur ces questions? Oui, merci. Je voudrais d'abord remercier la Société du Canal de Provence pour l'invitation qui nous a été faite. Bon, c'est vrai,
l'Office du lac de Guiers, qui est un des sous-bassins du fleuve Sénégal, comme l'a rappelé Lamine. Voilà la carte. Voilà, le lac de Guiers, qui est un des sous-bassins du fleuve Sénégal. C'est de là où Dakar est alimenté à 50% actuellement, plus l'ensemble des villes qui sont le long de ce qu'on appelle l'ALG, donc l'alimentation lac de Guiers, qui se situe à 250 km de Dakar. Donc c'est le plus grand lac du Sénégal à ce niveau-là, et il est directement connecté au niveau du fleuve Sénégal. Il y a de cela 2 mois, nous avons changé d'appellation. Maintenant, on s'appelle Office des lacs et cours d'eau du Sénégal. On a la gouvernance sur l'ensemble du réseau hydrographique national et constitué d'environ de 7 bassins. Actuellement, nous sommes en partenariat avec la Société du Canal de Provence pour procéder à un transfert d'eau, l'étude d'un transfert d'eau qui quitte le lac de Guiers et qui va vers le centre-nord, donc la région désertique du Ferlo. C'est une région où la terre est relativement fertile, mais il n'y a pas suffisamment d'eau. Vous avez le tracé quasiment d'une vallée fossile, qui est la vallée du Ferlo. Il y a eu dans les années 80 tout un tas d'études pour essayer de revitaliser ces vallées en faisant de la gravitation, mais en réalité, ce n'était pas quelque chose de faisable ou c'était à un coût assez élevé. Donc nous avons, avec la Société du Canal de Provence, les études vont se terminer dans 3 semaines, projeté de faire le transfert sur une distance de 400 km sous conduite forcée. Et là, les études se terminent quasiment. Les résultats auxquels on est parvenu actuellement, c'est à peu près 4 millions de personnes seront alimentées en termes d'eau de boisson, près d'1 million de têtes de bétail et la mise en valeur d'environ 52 000 hectares de terre. C'est là, pour le moment, nous sommes à ce niveau. Les premières conclusions au niveau de la rentabilité économique sont assez évidentes. Nous sommes en train d'affiner les chiffres pour arriver à une rentabilité financière, puisque tout le transport se fera, au moins aussi de l'énergie solaire, ce qui veut dire aussi qu'il y aura une empreinte carbone qui est extrêmement importante à ce niveau-là. Pour terminer, ça se situe à la confluence de 2 choses. C'est à la fois le problème de l'atténuation du changement climatique, mais aussi ça se situe dans le cadre de l'aménagement du territoire du Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, de votre témoignage. Bien, comme nous sommes dans un forum et qu'on avait envie que vous interveniez aussi, bien qu'on ait vu beaucoup d'intervenants et beaucoup d'interviews, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Qui veut intervenir? Monsieur Bernard, peut-être, voilà. Allez-y. Oui, merci. Merci au Canal de Provence de nous avoir invités. Effectivement, aujourd'hui, si on célèbre cet anniversaire, c'est qu'il y a des visionnaires, comme l'a dit Claude, qui avaient pensé à ça il y a quelques décennies. Il y a eu un travail énorme de fait. Il y a un énorme progrès de fait en termes de technique d'irrigation, puisque bon, le goutte à goutte a remplacé l'aspersion qui avait remplacé le gravitaire. Et aujourd'hui, on travaille, tu as fait allusion, Claude et Bénédicte aussi, dans les stations d'expérimentation pour améliorer l'efficacité de l'irrigation. Alors, je vais sortir une image. Quand j'étais gamin, j'arrosais au gravitaire, j'arrosais 1 fois par semaine. Il y a quelques 20 ans, on a commencé à mettre du goutte à goutte et on arrose tous les jours 3-4 heures. Et aujourd'hui, on en est à arroser 4 fois un quart d'heure pour avoir un résultat meilleur. Tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on poursuive nos travaux d'expérimentation, qu'on dote les agriculteurs des outils de pilotage. Et aujourd'hui, par la technique, on peut arriver à automatiser tout ça. Donc effectivement, on a encore des gains de progrès à faire pour optimiser cette eau qui est chère, qui a une très grande valeur, qui est indispensable à la vie, qui est indispensable à la dynamique de ce territoire. Alors, moi qui suis excusez-moi de faire
une allusion à mon territoire, le breton de la Provence, puisque je suis dans le nord-ouest de la Provence. Je n'ai pas cette chance d'avoir la SCP. Il y a certes un grand nombre d'ASA qui ont travaillé depuis des décennies à améliorer le réseau d'irrigation, mais aujourd'hui on est confronté par le changement climatique à des aspects réglementaires sur un certain nombre de parties du Nord Vaucluse et un peu du sud de la Drôme, à un déficit énorme de ressources et un besoin de moderniser sur ce secteur-là. Et si le canal de Provence, et si la Durance est à 90% utilisatrice de la Durance, nous avons aussi un fleuve qui est très important, qui quelquefois nous amène des dégâts colossaux sur ceux qui sont à côté, une force de la nature énorme, que là aussi nos grands-pères ont su moderniser, domestiquer pour en faire de l'hydroélectricité. Mais il y a cette ressource que nous n'utilisons pas aujourd'hui pour l'irrigation, puisque nous n'utilisons que 0,03% de cette eau, c'est-à-dire en clair, un jour du débit moyen du Rhône à usage agricole, sur tout le bassin. Donc le chantier sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est de pouvoir, sur cette partie de la Provence, qui n'est pas la Haute-Provence, mais qui est le nord de la Provence, le nord-vallée du Rhône, pouvoir apporter cette eau pour que ce territoire, qui jusque-là pouvait produire à quelques endroits avec un peu d'eau gravitaire, puisse remplir sa mission agricole et de dynamique économique avec des productions comme la vigne, l'arboriculture, certaines productions de semences, sachant aussi, et là c'est un retour, on a parlé de solidarité, qu'une grosse partie de notre territoire qui était desservi par des canaux gravitaires est passée aujourd'hui sous l'urbanisation. La Provence a perdu 800 hectares par an de terres irriguées depuis 40 ans. Donc il faut bien qu'aujourd'hui on puisse remettre par la technique, et on vient de voir que par des canalisations forcées, on est capable de mener l'eau à des centaines de kilomètres. Je voudrais que dans ma région, dans mon secteur Nord-Vaucluse, comme il a été fait ici, et il faut continuer à faire ce qui a été fait, on puisse permettre à ces agriculteurs sur ce territoire-là de produire du vin, de produire des fruits, de produire des truffes, de produire des semences. Parce que oui, on aura toujours besoin d'eau pour produire. Et je terminerai ça, je ne ferai pas plus long parce que c'est vrai que je pourrais être long, mais je terminerai quand même un bon propos. Parce qu'il faut bien que tous citoyens comprennent bien que chaque jour, ils consomment 2500 litres d'eau pour se nourrir. Et cette nourriture, est-ce qu'on va continuer à aller la chercher dans des territoires qui sont quelquefois bien plus déficitaires que le nôtre? Parce que l'eau du Rhône, elle arrive à la Méditerranée quelques heures après. Donc il faut qu'on s'en serve. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Alors, vous m'aviez demandé le micro, monsieur. Allez-y, si vous voulez vous présenter, merci. Merci, c'est Nindao, directeur général adjoint de la SAED. Je prends la parole pour remercier la SCP de nous avoir invités, mais également remercier l'ensemble des responsables de la structure avec qui nous travaillons. Tout à l'heure, M. Jean-François l'a rappelé, de l'AFD, le partenariat qui existe donc entre les SAR françaises et en tout cas avec la SAED. C'est la SCP, c'est la CACG, c'est BRL. Donc un partenariat très fréquent parce que tout simplement nous avons les mêmes défis. Le défi, c'est le défi de l'eau. Et Lamine le rappelait, ce qui est fait au niveau donc, de l'organisation sous-régionale, l'OMVS, à travers l'édification des 2 barrages, Manantali et Diamant, pour pouvoir apporter suffisamment d'eau. Mais en dehors de ces aménagements, à la SAED, nous avons réalisé les schémas hydrauliques du delta, de Podor et de Matam. Et le schéma hydraulique de Dagana a été un schéma extrêmement important parce que tout simplement dans le cadre du MCA, avec les perspectives également du Programme national d'autosuffisance alimentaire en riz, plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis. Et cela a permis également aujourd'hui d'avoir suffisamment d'eau au niveau donc, du delta, mais également l'accompagnement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, dont l'AFD. Aujourd'hui, on a parlé donc, du défi, la sécurisation donc, de la ressource. Le directeur de région l'a rappelé. Le directeur adjoint également a parlé de l'investissement qui a été consenti au niveau de la SCP, plus de 2 milliards, donc extrêmement important. Les innovations technologiques. Ce matin également, nous avons assisté à un film, à une démonstration sur la télégestion. Mais ce que je n'ai pas entendu et qui fait partie donc, du défi, en tout cas qui est notre défi, c'est l'entretien et la maintenance pour assurer la pérennité de l'ensemble de ces infrastructures.
quelle est la politique, sinon le système ou bien le mécanisme qui a été mis en place par la SCP pour pérenniser l'ensemble donc de ces infrastructures. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'on vous répondra sur ces questions dans la conclusion. On va prendre une dernière question de la salle. Monsieur, allez-y, je vous en prie. Oui, Eric Lyons, président de l'Union des ASA de Châteauroux-les-Alpes. Effectivement, je tiens à remercier aujourd'hui la SCP parce que la SCP, par convention avec le département des Hautes-Alpes, a conduit l'étude de faisabilité de modernisation de notre périmètre d'irrigation sur notre commune. Alors je dirais, il y a 3 points que je tiens à souligner sur ce projet. Tout d'abord, sécuriser l'agriculture et l'élevage en particulier, parce que toute l'après-midi, on a beaucoup entendu parler de tout ce qui était polyculture, fruits, légumes, viticulture, mais l'élevage a aussi besoin d'eau. Premier point. Conforter effectivement un secteur agricole dynamique dans la gestion de son eau. Deuxième point, sur ce projet, nous avons un projet de microcentrale. Microcentrale qui nous permettra à terme de produire l'électricité pour l'équivalent de tous les habitants de notre commune. Donc tout ça, c'est gagnant-gagnant. Et dans un contexte où effectivement le changement climatique est prégnant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet tel que le nôtre, aujourd'hui, les ASA prélèvent au plus fort moment 800 litres seconde. Avec le projet de modernisation, on prélèvera 350 litres seconde. Donc regardez tout ce qui retourne dans le milieu. C'est pour cela que notre projet, parfois effectivement, les associations environnementales et autres nous mettent les bâtons dans les roues, mais là, elles nous soutiennent sur ce projet. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, effectivement, c'est qu'on est passé de projet de faisabilité à être véritablement un projet d'avenir. Et c'est un projet sur lequel, effectivement, je crois qu'on a un certain nombre d'acteurs à avoir l'œil dessus. Et pour finir, je voudrais juste avoir une pensée émue pour le technicien de la SCP qui a conduit notre projet, Julien Guillot, qui hélas, malheureusement, dans la force de l'âge, est parti. Et pour moi, il restera intimement lié à notre projet. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons donc conclure maintenant ce forum avec Bruno Vergobil, directeur général de la Société du Canal de Provence, en reprenant quelques idées forces qui ont été dites à l'occasion de ce forum en guise de conclusion. Alors, on s'est aperçu, Bruno Vergobil, que finalement, la Provence est paradoxalement, avec la chaleur qui règne, avec sa géographie difficile, mieux armée que d'autres régions françaises face aux enjeux du changement climatique. Oui, tout a été dit sur ce paradoxe. On est adossé à un des châteaux d'eau de l'Europe, les Alpes. Comme la Provence a toujours manqué d'eau, on a eu très tôt recours à des transferts, depuis les aqueducs romains jusqu'aux grandes infrastructures du 19e siècle, telles que le canal de Marseille, en passant par les canaux qui ont été creusés depuis le Moyen-Âge. Et puis, dans les années 50, grâce à une volonté politique forte, est venue se rajouter cette infrastructure à l'échelle régionale qu'est le canal de Provence, qui a permis de compléter l'ensemble de ce dispositif en s'appuyant sur les grands aménagements hydroélectriques d'EDF. Et puis on voit bien qu'il y a aussi une sorte de culture de gestion collective de la ressource. Alors c'est également une force, cette gestion collective qui est en Provence, qu'on a cette tradition-là, au travers des associations syndicales de propriétaires, de la commission exécutive de la Durance, dont on a parlé tout à l'heure, et puis de la SCP, avec cette gouvernance basée sur un consensus entre les collectivités. Alors, cela dit, on a quand même bien dit aujourd'hui qu'il fallait amplifier les actions d'économie d'eau. Oui, parce qu'il y a l'augmentation des températures liées au changement climatique, ces modifications de l'enneigement dans la fonte des neiges. On voit que ça va entraîner une plus grande variabilité dans la ressource. Par ailleurs, les besoins des plantes vont augmenter du fait de l'évapotranspiration. Des cultures qui étaient traditionnellement au sec vont devoir être irriguées. On a beaucoup parlé au cours de ce forum de la vigne. Les besoins des écosystèmes qui sont aussi indispensables à la vie risquent de devenir de plus en plus critiques. Donc l'équilibre entre les besoins et les ressources va devenir de plus en plus délicat. Mais cet équilibre, et c'est peut-être notre force, il est réalisable. Il est réalisable à 2 conditions. D'abord que l'on réalise toutes les économies que l'on peut faire sur les systèmes de transport, grâce notamment à des équipements de régulation,
et d'autre part, que l'on n'oublie pas d'avoir le souci de cette économie d'eau, que l'on n'oublie pas que l'eau a toujours été dans notre région un bien précieux et qu'il faut la traiter comme un bien précieux. Alors, quelle est la contribution que la Société du Canal de Provence peut apporter face aux enjeux du changement climatique? Les aménagements hydrauliques mis en place sur le système du Rance-Verdon sont amenés à jouer un rôle de plus en plus stratégique. Alors, le système Canal de Provence est robuste au plan technique, il a des réserves de capacité. Les architectes, il faut bien voir que les architectes du Canal de Provence ont conçu une infrastructure particulièrement performante avec un rendement hydraulique qui n'a pas d'équivalent dans le monde, grâce à un système de régulation très sophistiqué, ce qui permet de limiter strictement le prélèvement dans la ressource aux besoins des usages. Ce système, il est robuste au plan économique et c'est la réponse, l'interpellation de notre ami sénégalais, c'est-à-dire on a un modèle économique dont le coût de l'eau et le coût de la rénovation est pris en compte et refacturé à nos clients puisqu'il intègre la rénovation des réseaux de façon à maintenir l'ensemble des réseaux en parfait état de fonctionnement. Lionel Reg a donné quelques chiffres à la matière. Et puis il a également indiqué qu'on a un modèle qui est basé sur la solidarité entre les usages, la solidarité entre les territoires, la solidarité entre les générations, ce qui permet avec la contribution des collectivités aux investissements de financer et d'exploiter durablement l'ensemble de ces réseaux. Et on voit que malgré un certain nombre d'obstacles, aujourd'hui, l'argent des collectivités locales, on voit qu'il y a des débats quotidiens sur la fiscalité locale, sur leurs ressources, sur la façon dont ils vont pouvoir continuer à financer leurs investissements. Pour vous, la mission d'aménagement de la Provence, elle doit se poursuivre, elle n'est pas terminée. Oui, elle n'est pas terminée et on a devant nous, me semble-t-il, deux enjeux principaux. La première, et ça a bien été dit, c'est qu'avec les effets du changement climatique, les besoins d'irrigation vont s'amplifier et qu'ils vont s'étendre à des cultures qui n'avaient pas jusqu'à présent recours à l'irrigation. On l'a dit pour la vigne, on pourrait parler de l'amandier, du lavandin, de l'olivier. Alors, ce sont des cultures qui consomment très peu d'eau, quelques dizaines de millimètres par an, ce qui est une bonne nouvelle du point de vue de la ressource, mais ce qui aggrave le déséquilibre structurel des aménagements hydro-agricoles à réaliser. Il faut savoir que les aménagements hydro-agricoles n'ont pas de rentabilité propre, et c'est la raison pour laquelle ils ont bénéficié jusqu'à présent d'aides importantes des collectivités, mais ces aides, on le sait, sont de plus en plus contraintes, et il y a par ailleurs, au-delà des contraintes financières, aujourd'hui, des contraintes juridiques. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut que vous optimisiez vos investissements? Alors, il va falloir à la fois optimiser les investissements grâce à des approches innovantes, et en même temps mettre en place un nouveau partage de coûts des aménagements entre les acteurs publics et le monde agricole pour les cultures et les territoires dont la santé économique permet d'assumer cette charge supplémentaire. On a beaucoup parlé de l'agriculture, on a aussi parlé des milieux urbains en parlant des métropoles à la fin de ce forum. Il ne faut pas oublier non plus les zones de montagne. Oui, alors il ne faut pas oublier les besoins des zones de montagne que les représentants des départements alpins ont bien souligné, qui sont souvent dans une situation plus critique que les zones littorales. La société travaille aussi à des solutions innovantes, couplant, comme M. Lyon y a fait référence, la modernisation de périmètres d'irrigation anciens à l'aménagement de microcentrales hydroélectriques. Alors il y a quand même aujourd'hui la sécurisation de l'alimentation en eau des zones urbaines du littoral. C'est quand même 80% de la population qui vit sur ces zones littorales. C'est le deuxième enjeu. Il y avait l'agriculture. Le deuxième, c'est la sécurité de l'alimentation en eau des zones littorales, en limitant la pression sur les ressources et en préservant les écosystèmes locaux. Et là aussi, il nous faudra ajuster notre modèle économique en concertation avec les administrations et l'agence de l'eau pour faciliter le recours à la ressource Verdon lorsque les ressources locales sont en tension, dans le prolongement de la démarche ressources coordonnées que l'on a conduite sur le littoral varois. Et puis il faut également
il faudra également assurer une parfaite coordination et complémentarité entre les différentes infrastructures de transport dans le souci d'optimiser la ressource et de minimiser la dépense publique. Voilà, et puis quand on parle des métropoles, on a le plaisir d'accueillir le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, Monsieur Jean-Claude Gaudin, qui est avec nous ce soir. Monsieur le Président. Et alors, vous avez eu même une question là-dessus, sur la partie maintenance, tout à l'heure. La réponse aux enjeux du changement climatique, ça concerne aussi vos activités d'ingénierie et de services dans un secteur qui est un secteur concurrentiel. Oui, et là, je crois que nos amis étrangers nous l'ont bien souligné, les besoins sont immenses, parce qu'il est aujourd'hui reconnu que le premier impact du changement climatique, ce sera l'eau, soit le manque d'eau, le stress hydrique, soit au contraire l'excès d'eau avec les risques de submersion et d'inondation. Alors pour cela, en région, il faut développer des services qui répondent aux besoins des agriculteurs et plus globalement aux besoins des territoires ruraux pour permettre une utilisation la plus raisonnée possible, la plus économe possible de la ressource. Et là, on pense à tout le potentiel lié au pilotage de l'irrigation et tous les progrès ouverts le potentiel ouvert par les progrès récents dans le domaine des capteurs ou du traitement de l'information. À l'international, il faut mettre notre savoir-faire en ingénierie au service des territoires qui rencontrent des difficultés importantes pour un accès à une eau de qualité et en quantité suffisante. Et pour cela, nous avons la capacité à mobiliser des compétences de haut niveau, tant dans le domaine hydraulique que dans le domaine de l'agronomie, dans le domaine des sciences sociales. Il faut travailler à la fois sur l'ensemble de ces domaines. Il faut également, et c'est un des apports que nous avons, c'est notre capacité, la capacité qu'a la Société du Canal de Provence à intégrer les problématiques d'exploitation dans la conception des ouvrages, parce que nous le faisons pour nos propres ouvrages. Et c'est enfin, il faut miser sur la capacité d'innovation, à la fois notre capacité d'innovation et celle de nos partenaires. Et là, je ne peux que vous inviter à aller visiter tout à l'heure l'exposition qui est consacrée à l'innovation dans le domaine de l'eau. Merci Bruno Vergobi, merci Monsieur le Directeur Général.